hebdomadaire. Ces nouveaux cadres d'échange vous permettra de vous tenir régulièrement informés de l'évolution de nos activités, de partager les faits marquants et de répondre à vos questions. Ces jours marquent le lancement officiel de cette initiative qui sera tenue chaque semaine et nous sommes immensement honorés de compter parmi nous les coordonnateurs adjoints de l'AFC 123 et président du mouvement du contre-masse, les camarades Bertrand Bissini. Nous les exprimons notre profonde gratitude. Sans plus tarder, nous allons lui céder la parole pour procéder à l'ouverture officielle de cette presse briefing hebdomadaire. Cher Président, vous pouvez prendre la parole. Merci. Je disais donc que c'était d'abord sera animé par nos amis de la communication chaque semaine. Et parce que je ne peux pas nous découvrir pourquoi. Ce qui se passe dans notre espace peut également vous permettre de poser des questions et de vous aider en fait à bien présenter les choses. Tenant compte également de notre point de vue, nous avons le devoir de la redevabilité, le devoir de restituer ce qui se passe réellement sur notre espace. Et j'ai l'honneur aujourd'hui d'ouvrir le débat. Et on doit préciser que cette séance sera chaque fois animée par notre porte-parole. Peut-être qu'il pourrait inviter qui veut. Voilà. Je suis donc conférence de presse. Et je La conférence de presse. Que l'espace libéré par notre mouvement depuis environ 4 mois maintenant s'est porté. Nous avons trouvé dans la ville de Goma des atrocités de toutes sortes. On tuait les gens en pleine journée, en plein centre-ville. On arrêtait les gens à cause de leur faciès. Aujourd'hui, ils sont pleins, ils sont des milliers, pleins dans les geôles de la RDC. On arrêtait les gens à cause de leur morphologie. La morphologie et le faciès étaient devenus des crimes dans ce pays. On mangeait la chair humaine devant les caméras dans cette ville. Une ville où il y a présence des Nations Unies à travers la police. Et que ces actes de cannibalisme n'avaient jamais fait l'objet d'un quelconque rapport des Nations Unies. On a distribué des armes aux civils dans cette ville. Et personne n'a fait rapport de ça. Personne n'a fait cas de ça. Les gens sont s'entretuer en plein jour. Et la population avait difficile à se convaincre qu'elle pourra se réveiller le matin. Dans cette même ville et dans sa périphérie, existaient des camps de déplacés où il y avait plus d'1 million de Congolais qui avaient été pris en otage dans ces camps de déplacés où s'exerçaient, ou disons, se perpétraient toutes sortes d'atrocités. Et ces atrocités, à un certain moment, avaient provoqué même des manifestations de déplacés. Dans les camps de déplacés, ne l'oublions pas,
On avait placé des armes lourdes, des canons, qui étaient protégés par des populations civiles. Et les civils étaient considérés comme des boucliers pour ces armes lourdes. Je n'ai pas vu un rapport des Nations Unies présent à dénoncer ces faits gravissimes. Depuis que nous sommes arrivés dans cette ville, nous avons mis fin aux atrocités. Nous avons libéré les déplacés qui sont rentrés chez eux, dans leur village hautement sécurisé aujourd'hui. Nous avons permis à notre population de devenir libre, de se promener et d'être assurés. Nous avons trouvé dans la ville de Goma, évidemment, des armes qui étaient abandonnées par la coalition gouvernementale, les forces gouvernementales, dans toutes les rues de Goma, dans tous les quartiers de Goma. Et ces armes étaient tombées malheureusement dans les mains des bandits, des réseaux de banditisme qui ont commencé à les utiliser contre la population civile. Nous avons permis la reddition de plus de 3000 militaires FARDC et Ouazalendo, ainsi que de militaires de la SAMIDIAC. Et nous leur avons permis d'être pris en charge par la MONUSCO. Malheureusement, il s'est fait que la MONUSCO ne considérait pas ces gens comme des détenus. Il les considérait comme des hommes libres qui pouvaient se promener dans la ville quand ils veulent. Alors c'est le militaire qui faisait partie du camp qui nous combattait. La plupart de ces militaires ont quitté le camp de la MONUSCO. Ils se sont retrouvés dans la ville de Goma la nuit et ils perpétraient des atrocités dans la ville. Il y en a d'autres qui avaient pris refuge ou qui se sont cachés dans des hôpitaux, feignant le malade, le garde malade, mettant en insécurité le personnel médical. Nous avons été avertis par le personnel médical de ces cas qui les inquiétaient. Nous avons pris nos responsabilités. Et parmi ces gens, vous avez vu, il y avait eu les grands officiers des FDLR, les officiers FARDC et d'autres militaires. Nous avons mis hors d'état de nuire. Aujourd'hui, nous sommes en train de mener des opérations de sécurisation et de pacification de la ville qui nous ont permis et qui nous permettent maintenant de récupérer autant d'armes. Nous avons aujourd'hui récupéré des milliers d'armes dans les mains des civils et dans des maisons. Nous avons récupéré également des combattants FDLR qui se cachaient dans des maisons et qui prenaient en otage les populations civiles d'origine rwandaise. Et nous avons permis à ces populations des Rwandais de regagner leur pays. Parce que nous les avons mis à la disposition des Nations Unies, plus précisément du Haut Commissariat Général des Nations Unies, pour leur rapatriement dans leur pays, et ils ont regagné leur pays. Nous avons facilité le départ de plus de 1000, 1200, 1300 militaires FARDC Ouazalendo
vers Kinshasa. Ce qui avait été cantonné, le reste de ce qui était cantonné à la MONUSCO. Ils sont rentrés à Kinshasa paisiblement. Parce qu'ils sont violents. Nous avons également mis fin à de multiples tentatives de l'armée gouvernementale d'infiltrer nos lignes et d'attaquer la ville de Goma, comme vous le savez, du 11 au 12 avril 2025, la ville de Goma avait été attaquée. Et cette attaque était planifiée pendant plusieurs jours, pendant plusieurs semaines, avec la complicité des forces de la Sami DRC qui étaient encore positionnées dans la ville, mais également cette attaque était sur les FARDC qui étaient déployés dans le camp de MONUSCO. Nous avons découragé cette attaque. Et nous avons demandé aux forces de la Sami DRC de partir. Et elles sont parties, elles ont quitté. Voilà la situation que nous pouvons vous présenter au stade actuel. Évidemment, nous faisons également face à plusieurs incursions, tentatives d'incursion des FARDC et de leurs alliés, que ce soit dans le Sud Kivu ou dans le Nord. Mais c'est des tentatives que nous décourageons très rapidement et qui permettent de garder l'étendue de notre espace en respect de la trêve ou de la déclaration conjointe que nous avons signée à droite et qui instaure une cessation d'hostilité. Voilà, mesdames, messieurs, ce que nous pouvons faire comme lecture de la situation actuelle. Et donc, nous permettons, s'il y a des questions à poser, nous sommes à votre disposition. Merci beaucoup. M23 na vile makamu wa AFC. Shukrani sana kukutana na waandishi wa habari. Swali la kwanza, ni uhusiano gani mnao kati ya M23 na Rais mstaafu Joseph Kabila? Swala la pili, kwa nini leo mmechukua hatua za haraka za kuwarejesha nyumbani wakimbizi wa Rwanda waliokuwa kwenye misitu ya Kongo? Na je, ni wangapi na hizi shughuli zitaendelea hadi lini? Asante sana. Président du M23, j'ai deux questions. Et la première, c'est... je m'appelle Ruth Alonga pour la DW. Ruth Alonga pour la DW. Quid du processus de médiation en cours et quid du pacte social de la SENCO? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, c'est une transition sans Tshisekedi semble être la plus revendiquée. Et qui pour la conduire? Une transition sans Félix Tshisekedi semble être la plus revendiquée. Alors, qui pour la conduire? Merci. Je me demande pas sont présents dans la ville. Et la seconde, c'est qu'il y a certains témoignages qui font écho de violences, notamment le soir. Le centre-ville, paraît-il, est très très sûr, mais quelques villages en périphérie un peu moins. Quelle réponse vous pouvez apporter aujourd'hui à ces gens qui, après 19h, n'osent plus sortir parce qu'ils ont peur? Merci, Monsieur le Président. Kumalizika liswali nadhani nitamjibu kwa Kiswahili. Kumalizika liswali anasema kuna uhusiano gani kati ya sisi na rais wa zamani Bwana Joseph Kabila. Rais Kabila ni mwananchi wa Kongo, nadhani hiyo tusiwe tunaisahau mara nyingi. Ni mwananchi wa Kongo
na anakuwa na haki yake kama mwananchi wa Kongo kuwa na uhusiano yoyote na Wakongomani. Na cha pili, alikuwa rais wa nchi hii, aliongoza nchi hii, ni mtu ambaye anahitaji heshima. Tunapaswa mpa heshima yake kwa yale ambayo alifanya ndani ya nchi, yakawa mazuri, yakawa mabaya, lakini aliongoza nchi hii, na kwa hiyo sisi tunampa heshima. Ya tatu, Rais Kabila leo anakuwa mwanasiasa ambao anakuwa ndani ya opposition, na sisi tunakuwa ndani ya opposition. Sema tunakuwa sisi sote upande mmoja ambao tunapiganisha mambo mabaya, uongozi mbaya ndani ya nchi, na hiyo ndio inakuwa relation ambayo inahusisha sisi na yeye. Wanasema tulirudisha wa FRDC, ndio tuliwarudisha, na wenye walikuwa wanapangwa kurudia Kinshasa walikuwa karibu 1,300 karibu, na tunangoja tupate final report ya watu wa CICR ili watuambie wangapi kabisa walienda. Maana sisi tuliwezesha hiyo operation, lakini sio sisi tulisimamia. Wenye walisimamia ni wandugu zetu wa CICR. Alafu tunangoja ripoti turudie ili tuwe na namba kamilifu ya wale ambao walienda. Lakini ombi letu sisi ilikuwa ni wote kwenda, maana walikuwa wanatatiza usalama ndani ya mji ya Goma. Kama hivyo nilisema kwa introduction, wale watu walikuwa wanatoka ndani ya kambi ya MONUSCO, wanaingia ndani ya town ama ndani ya mjini, wanaua watu, alafu wanapatia watu wa Kinshasa kisingizio ya kuonesha kwamba ni sisi ambao tunaua watu. Na wakati ulianza operation ya kuweza kufunga watu, nadhani mlisikia watu wa Kinshasa ndio walilalamika, wanaanza kusema sisi tunafunga watu, maana walikuwa watu wao. Na nadhani tulifanya mpango ya kuweza kuonesha wale watu ambao tulifunga, na mliwaona walijitetea wenyewe kama walikuwa ni jeshi ya FARDC, na wengine walikuwa FDLR, na wengine walikuwa wazalendo. Na mkweli mwingine wa mambo, kulikuwa pia wale ambao walikimbia ndani ya gereza ya Goma ya Muzenze, ambao nao wanachangia kwa kuleta usalama mdogo ndani ya vile ya Goma. Alafu kunakuwa wale ambao wanapewa pesa na Kinshasa kupitia mobile money ili waweze wakafanya maafa ndani ya mji, alafu waoneshe kwamba chama chetu akizingatie usalama ndani ya mji wa Goma. Lakini jeshi letu na vikosi vyetu vyote vya usalama vinafanya yote kuweza kumaliza hii mambo na kurudisha usalama ndani ya mji wa Goma, na usalama unarudi polepole. Asante kwa hiyo swali. Cha pili, ilikuwa Mama Ruth ambaye aliuliza, nasema ça c'est en français je pense. Madame Ruth a posé la question de savoir ce que nous pensons du pacte social de la CENCO. Mais il faut dire que nous avions reçu la délégation de la CENCO, évidemment c'était à mon absence, mais le responsable de l'AFC, le coordonnateur de la politique de l'AFC, avait reçu la délégation de la CENCO ici pour venir nous parler justement de leur démarche. Une démarche citoyenne
que nous soutenons. Parce qu'il s'agit de pouvoir créer les conditions de paix dans notre pays, les conditions également de la réconciliation. Ils nous ont expliqué ça. Alors, la chose la plus intéressante dans leur démarche, évidemment, c'est ce qu'ils appellent le pacte social. D'après ce que nous avons compris dans ces pactes sociaux, il s'agit, entre autres, de créer ou de concevoir une vision pour ce pays. Une vision qui n'a jamais existé dans ce pays. Où chaque régime, chaque gouvernement qui se succède dans ce pays, en fait, ont instauré une gouvernance de perpétuer le recommencement. Ça signifie que chaque gouvernance ou gouvernement qui arrive définit son programme, il l'exécute. Sans évaluation, quand il part, c'est un autre qui lui succède, qui recommence, il définit sa propre vision, son programme à lui, il exécute. Le troisième qui arrive, il fait la même chose, et finalement le pays fait de surplace. On ne sait pas où est-ce qu'on a. La CENCO a proposé quelque chose dans ce sens-là, et nous pensons que c'est quand même positif. Sauf que nous, comme nous l'avons dit, nous avons nos propres problèmes. Et que nous souhaitons que tout le monde comprenne, et je crois que le monde a compris nos problèmes, est en train de comprendre nos problèmes. Nos problèmes sont d'ordre existentiel. Et ce sont ces problèmes qui nous ont poussés à prendre les armes. Évidemment, là où nous nous rencontrons avec la CENCO, c'est que nous mettons en cause la gouvernance du pays. Nous mettons en cause le système de prédation qui existe dans le pays. Nous mettons en cause l'insécurité entretenue à partir de Kinshasa dans les pays. Et je pense que chaque citoyen a le droit de voir le problème et de le présenter de sa manière. Nous nous présentons le problème à notre manière, à la manière dont nous les vivons tous les jours. Parce que lorsqu'on vous impose la mort, vous avez l'obligation, même disons le droit, et peut-être même l'obligation de vous défendre, de ne pas blesser. Et c'est ce que nous avons fait. C'est ce qui nous a poussé à prendre les armes. C'est ce qui nous a poussé aujourd'hui à être à Goma, à être à Bukavu et à résister contre la mort. Et nous le ferons autant que Kinshasa nous imposera la mort. Nous continuerons à nous défendre, nous continuerons à mettre en cause cette gouvernance qui tue sa propre population. Nous continuerons à combattre le régime qui a instauré le faciès comme crime, la morphologie comme crime. Merci. Alors, la deuxième question, transition sans Tshisekedi. Je dois vous dire ici que nous ne combattons pas un individu. Nous combattons un système, nous combattons une gouvernance. Monsieur Tshisekedi, c'est un individu. Évidemment, il s'est fait qu'aujourd'hui, c'est lui qui a instauré le système qui est là. C'est lui qui est en train de mobiliser des citoyens congolais et les envoyer à la mort. C'est lui qui n'a pas eu un programme politique pour cette jeunesse, qui mobilise chaque jour et qui l'envoie sur les lignes de front pour se faire tuer la peau, parce que c'est tout ce qu'il a comme rêve pour eux. Évidemment, aujourd'hui, c'est lui qui préside au système de prédation, qui préside à la gouvernance qui nous tue. Nous ne pouvons que le mettre en cause. Mais je dois vous dire qu'il n'est pas l'objectif de notre lutte. Ce n'est pas lui. L'objectif de notre lutte, c'est la mauvaise gouvernance, c'est le système de prédation qui a instauré un État
qui ne prend pas en charge, qui ne se préoccupe pas des problèmes de la société et qui ne prend pas en charge sa propre population. Voilà le système que nous combattons. Que ça soit présent aujourd'hui par M. Tshisekedi, il en a le malheur évidemment, parce qu'il aurait dû mieux faire, mais il n'a pas fait. Il a composé avec ce système, il l'a conçu, il est en train de l'exécuter. Donc nous ne pouvons qu'opposer à lui, être opposés à lui, et nous nous opposons à lui et au système. Alors, Monsieur Nicolas a demandé combien d'hommes M23 sont dans la ville. Évidemment, vous savez que ces questions, ces genres de questions, sont très souvent ou relèvent de secret défense. On parle dire, tant plus que pour le moment, nous faisons face à un ennemi qui est dans la ville. Si nous lui disons que nous sommes montants, évidemment, il peut capitaliser cette information-là et déjouer toute nos stratégies que nous mettons sur pied. Mais je dois vous dire que dans la ville de Goma, il y a suffisamment de troupes, ou disons du personnel, parce qu'il n'y a pas que les militaires. D'ailleurs, les militaires sont moins nombreux. Mais il y a des agents de renseignement, et qui sont très souvent des civils, qui nous aident à faire ce travail. Parce que lorsque vous mettez les forces militaires en grande quantité dans la ville, vous faites peur aussi à la population. C'est ainsi que nous préférons, comme nous n'avons pas encore les unités qu'il faut de la police, parce que c'est le travail de la police, alors nous utilisons quelques civils qui sont des cadres de l'organisation et qui font appel à nos forces armées en cas de nécessité. Et ce qui se passe exactement, c'est quoi? C'est que la population elle-même nous donne des indications sur des lieux où il y a des armes. Et c'est sur base de ces indications que nous intervenons. Et quand nous intervenons, nous mesurons d'abord la menace. Si la menace est assez importante, alors à ce moment-là, nous faisons appel à une unité de l'armée, beaucoup plus la police militaire, pour nous aider à pouvoir bien mener l'opération. Mais lorsque la menace n'est pas si forte, nous utilisons les agents de renseignement qui persuadent et qui dissuadent l'individu concerné ou la famille concernée de pouvoir livrer les armes, et c'est ainsi que nous en récupérons tous les jours. Et maintenant même, je dois vous dire, en ce moment-ci, et j'ai des photos, j'ai des vidéos, nous venons de récupérer d'autres armes, et des armes de guerre dans la ville. C'est une opération que nous allons poursuivre jusqu'à ce que nous nous rendions compte qu'il n'y a plus d'armes qui insécurisent notre population. Vous savez, ce sont ces personnes-là qui ont des armes, qui la nuit peuvent sortir et tirer et tuer. Et quand ils tuent, le régime de Kinshasa récupère ces gens d'actes et nous les oppose, il les oppose, il les met sur notre dos et nous en devenons responsables. Voilà comment il fonctionne. Je ne pense pas que nous, dans notre ville de Goma, nous ayons intérêt à tuer la population. Pourquoi faire? Quel intérêt? Et la ville là, elle est en train de mener. Pourquoi nous serons en train de mener des opérations pour tuer notre population? Par contre, ce que nous voulons, justement, c'est de présenter une image positive de la ville libérée, la ville qui fait espoir, la ville qui est en paix, la ville qui a retrouvé sa quiétude dans le temps. C'est ça l'image que nous voulons. Je ne vois pas pourquoi nous nous mettrons à tuer la population par le plaisir de le faire et pour nous rendre impopulaires. Parce que ce que nous avons déjà fait aujourd'hui, depuis que nous sommes dans la ville, est beaucoup plus positif que ce qui se passe aujourd'hui.
C'est vrai, on fait encore face aux bandits. Il y a les gens, il y a des prisonniers de Mouzenze qui sont dans la ville, que nous sommes en train de nous efforcer d'arrêter. Mais quand vous les arrêtez comme c'est des civils, eh bien, à Kinshasa, on crie à l'arrestation des civils. Comme si tout le monde était permis de tuer, évidemment, comme les seuls patriotismes qu'ils ont enseigné à notre population, c'est celle de tuer les autres, c'est celle de manger la chair humaine des autres. Eh bien, ils ont voulu que les gens de la population de l'Est continuent à s'entretuer. Nous sommes chez nous. L'Est, c'est chez nous. Nos familles y vivent. Lorsque Kinshasa distribue les armes à des civils pour qu'ils s'entretuent, ce sont nos familles qui s'entretuent. Et nous sommes déterminés à faire échec à ces opérations qui consistent à provoquer la mort de manière perpétuelle à l'est du pays pour le plaisir d'un régime. Nous disons non. Nous avons pris nos responsabilités et nous allons les assumer jusqu'à la fin. Je crois que par là aussi j'ai répondu à la deuxième question sur les violences dans la ville après 19h, ce que vous avez dit. Je crois que s'il y a violence, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, s'il peut y avoir des cas, ce sont des cas isolés. On ne peut pas dire parce qu'on a tué une personne à Guéréré que ça devient des cas de violence dans la ville. Mais il faut éviter de généraliser. Parce que la violence, on la connaît également dans plusieurs villes du monde. Il peut y avoir des cas qui échappent à l'autorité, où il y a meurtre, il y a assassinat, mais cela fait partie des opérations de la police. Mais quand ça se fait, ce n'est pas qu'il y a terreur dans la ville. J'ai lu le conseiller de la MONUSCO en charge de la protection des civils qui parle de la terreur dans la ville. Je ne sais pas si vous êtes terrorisés dans cette ville. Et que cela provienne de lui, ça ne m'étonne pas. Vous tous, vous savez que la MONUSCO a été belligérante. La MONUSCO nous a combattus sur la liberté. La MONUSCO a un mandat qui le lie au gouvernement. La MONUSCO a un mandat qui l'oblige à appuyer la force gouvernementale. Malheureusement, une force gouvernementale qui travaille avec les génocidaires rwandais de 1994. Une force gouvernementale qui travaille avec les groupes armés et qui arme les civils. C'est ça que la MONUSCO a fait. Et tous ont combattu ensemble contre nous. Ils ont appuyé également des mercenaires. Vous savez que plusieurs conventions des Nations Unies et de l'Union africaine interdisent aujourd'hui le mercenariat. Mais les Nations Unies, à travers la MONUSCO, ont combattu aux côtés des génocidaires rwandais que la MONUSCO a jugé, plutôt que les Nations Unies ont jugé à travers le tribunal pénal international qui avait été instauré à Arusha. Les Nations Unies interdisent la distribution des armes aux civils. Mais la MONUSCO a combattu aux côtés de ce qu'ils appellent les Wazalendo, qui étaient des jeunes drogués, à qui on a donné des armes et à qui on a appris que le patriotisme, parce que le Wazalendo, c'est les patriotes, à qui on a appris que le patriotisme, c'est aller s'insurger contre les autres, c'est distiller des discours de haine contre les autres. C'est ça le patriotisme qu'on a appris ici dans ce pays. Que c'est de manger en plein jour et devant les caméras la chair humaine. C'est ça le patriotisme qu'on a instauré dans ce pays, en présence de la force nationale. Donc que M. William puisse dire que la ville se porte très mal, justement, il a raison, parce que nous avons fait échouer le plan de leurs alliés qui les appuyaient
qui était d'instaurer justement la terreur dans la ville, qui était d'instaurer la terreur dans l'Est du pays. Et vous savez que plus il y a une terreur dans la partie du pays, plus il y a ceux qui tirent profit de ça. Évidemment, ça permet à certains de maintenir leur travail ici et de continuer à gagner des millions. Ça permet aussi aux autres qui sont dans les FARDC de justifier les sorties des fonds. Et ils vous ont dit à Kinshasa que jamais la République démocratique du Congo n'avait autant fait de dépenses dans l'armée que celles qui ont été faites récemment. Où va cet argent-là? C'est dans les poches. Vous avez appris qu'il y a des officiers qui ont détourné des millions de dollars. Et dans un pays où le détournement ne se fait qu'en termes de millions, eh bien, vous devez comprendre que la machine qui leur permet de pondre des dollars doit être maintenue, doit être entretenue pour qu'elle continue à pondre. Et nous voulons mettre fin à ça. Nous ne voulons pas devenir ou servir de marchepied à ce genre de combine, à ce genre de politique. Voilà pourquoi nous faisons échec. Et nous avons fait échec, que ce soit à cette coalition-là gouvernementale, que ce soit aux œuvres de leurs alliés, et nous continuerons à faire échec à leur combat actuel qui consiste à aller amener des barrières au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies pour continuer à montrer que rien ne va à l'Est. Nous allons rendre l'Est paisible. Nous allons y instaurer une gouvernance responsable qui va défier Kinshasa, qui va montrer qu'il est possible de vivre ensemble dans cette partie. Nous allons montrer qu'il est possible pour les gens de l'Est de pouvoir développer leur milieu avec ce qu'ils produisent chez eux et qui allait chaque jour à Kinshasa. Nous allons le prouver, nous allons le démontrer à face du monde que l'Est du pays peut devenir au fait un oasis, que l'Est du pays peut devenir le modèle de la gouvernance nationale. Et nous allons le faire, nous sommes sur le chemin et nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de mettre les bases pour ça. Merci beaucoup. Monsieur le Président, avant de passer. Il faut dire d'abord que nous sommes liés. La guerre n'est pas encore pris fin. Et nous savons très bien que l'aéroport, c'est l'un des sites stratégiques. Et en cas de guerre, ce site doit être hyper protégé. Ça, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est qu'il y a eu la guerre à l'aéroport de Goma. Et il y a des engins explosifs qui ont été posés par-ci, par-là, par les forces du gouvernement de Kinshasa. Et je dois vous dire aussi que l'un des officiers sautait sur une mine à l'aéroport de Goma. Et vous devez savoir aussi que la tour de contrôle de l'aéroport de Goma avait été pillée par les forces gouvernementales avant de partir. Donc, il y a des travaux qui doivent être menés d'abord à l'aéroport de Goma, des travaux de sécurisation d'abord pour déminer l'aéroport. Deuxièmement, on doit reconstituer la tour de contrôle pour être en mesure de pouvoir guider les avions qui vont atterrir sur l'aéroport de Goma. Et nous devons nous rassurer qu'il y a une sécurité totale aérienne. S'il n'y a pas de sécurité, nous ne pouvons pas ouvrir l'aéroport de Goma. Mais nous sommes en train d'y travailler pour que finalement cet aéroport serve à notre population. Notre préoccupation la plus importante, c'est la sécurité de cet aéroport. Bon, vous me demandez si nous nous plaisons à Goma.
quel est l'avenir de la révolution. Mais je dois vous dire que la révolution continue. Et une révolution ne prend jamais fin. Vous savez, ce n'est pas parce que demain, on arrive à Goma ou on arrive à Kinshasa que la révolution prend fin. Donc pour les révolutionnaires, ils restent révolutionnaires, même lorsqu'ils gèrent le pays. Parce que la vraie révolution, elle commence par là. Parce que le vrai défi commence par là. Où il faut relever le défi de la gouvernance du pays. Et ça, c'est l'étape la plus compliquée de la révolution. Lorsque vous ratez cette étape-là, vous faites échec à la révolution. Et nous nous préparons à toute éventualité. Et d'ailleurs, les défis de la gouvernance dans la révolution, et n'attend pas qu'on arrive à Kinshasa, c'est ce que je suis en train de vous dire ici, dans les tantôt. Là où nous sommes, à Goma, à Bukavu, à Rutshuru, à Bunagana, à Masisi, à Kaziba, ainsi de suite, nous avons l'obligation de faire vivre cette population. Nous avons l'obligation de distribuer ou de garantir les services publics à la population. Et ces services publics doivent être de qualité. Et pour qu'ils soient de qualité, il faut qu'il y ait une conception d'une gouvernance qui puisse servir la population des services publics de qualité. En attendant même que vous allez voir ça. Et c'est pourquoi je vous dis que dans notre entendement, dans notre vision, nous voulons faire de cet espace où nous sommes présents le modèle de la bonne gouvernance pour justifier justement pourquoi nous nous battons. Parce que si nous ne pouvons pas garantir la sécurité à cette population, si nous ne pouvons pas lui garantir les services de base, si nous ne pouvons pas lui garantir la quiétude, pourquoi combattrons-nous ce régime? Voilà la raison pour laquelle nous disons que nous voulons également prêcher par exemple. Et nous ne nous plaisons pas à rester à Goma. Nous répondons d'abord aux attaques du régime de Kinshasa. Plus il nous attaquera, plus nous lui prendrons des espaces. Rassurez-vous. Parce que c'est ça ce que nous avons commencé depuis sa minute jusqu'à aujourd'hui. Nous avons pris tous ces espaces parce que on tirait sur nous. Depuis le début, nous demandons le dialogue. Mais à la place du dialogue, on nous a offert les armes, les tirs des canons, ainsi de suite. Et nous nous répondons pour nous sécuriser. Et sécuriser les populations qui sont dans les espaces libérés. Alors, plus Kinshasa tirera sur nous, plus nous nous défendrons. Et plus nous irons prendre les armes là où ils sont installés et qui tirent sur nous. Et avec ça, nous prendrons des espaces. À moins que Kinshasa décide aujourd'hui de ne pas tirer sur nous, mais alors à ce moment-là, nous lui donnerons la paix. On ne peut pas donner la paix à Kinshasa s'il n'est pas prêt à nous le donner. Donc voilà. Mais pour l'instant, nous avons pris des engagements à travers la déclaration conjointe des droits où nous avons instauré une cessation d'hostilité. Évidemment, qui ne tient pas. Parce que Kinshasa continue à tirer sur nous. On a des attaques de toutes les lignes de front. Ne vous en faites pas, même si la presse n'en parle pas beaucoup. Mais il y en a tous les jours. C'est parce que nous essayons de les contenir sans pour autant avancer trop. C'est ça ce qui fait que la presse n'en parle pas trop. Mais le jour où nous en aurons marre, où nous nous décidons d'aller faire des Césars qui tirent sur nous, évidemment, nous prendrons des espaces à Kinshasa et c'est à ce moment-là que la presse parlera. Et surtout Kinshasa parlera. Parce que Kinshasa, quand il nous attaque, il souhaite que nous nous perdions les espaces et pour qu'ils se réjouissent. Mais lorsque nous nous défendons, nous prenons les espaces, il dit que c'est nous qui avons violé la déclaration conjointe. Vous voyez, parce que nous avons pris les espaces. Évidemment, il est très facile
de condamner celui qui a pris l'espace, de le considérer comme le violeur ou le violateur, je ne sais pas le terme, le bon terme qu'on utilise, du cessez-le-feu ou de la station des hostilités. Parce que nous l'avons vu pendant toute cette période. Lorsqu'on tire sur nous, eh bien, personne ne condamne ce qui tire sur nous. Mais lorsque nous nous défendons et que nous prenons l'espace mondial, la guerre 23, la guerre 23, la guerre de la FC, elle devient notre guerre parce que nous nous sommes défendus et que nous avons gagné. Lorsqu'il y a des déplacés, ben on dit que ce sont les déplacés du M23. Mais quand les gens se battent, tous ils tirent. Que ce soit ceux qui sont agressés, que ce soit ceux qui agressent les autres, tous tirent au canon. Vous n'allez pas me dire que ce sont les canons du M23 ou de l'AFC qui faisaient peur à la population et que ceux du gouvernement faisaient peur à la population. Parce que quand la population fuit, évidemment, elle a peur, c'est pourquoi elle fuit. Mais quand on parle de cela, le M23 a causé les déplacements des populations. Le M23 a violé les cessez-le-feu. Le M23 a fait ceci, a fait cela. C'est ça le narratif que vous, la presse également, vous voyez. Mais si vous êtes une presse libre et indépendante, vous devez savoir présenter les faits tels qu'ils sont. Je ne dis pas que vous ayez un penchant. Mais quand on est journaliste, on essaie de rester dans les faits. Le commentaire est libre par la suite. Mais vous êtes tenu, lié par les faits que vous devez présenter comme il se doit. Et bien, je crois qu'à cette question-là, je crois que j'y ai répondu. Alors, la question de Blaise Bassabo, c'est que j'apprécie beaucoup avec son livre, mon poste, parce que c'était la chaîne que nous suivions quand nous étions. Enfin, et au moins, ils essayaient un peu de. Même si à un certain moment, ils avaient fait l'objet de poursuites par. Ils avaient été insécurisés. J'ai essayé un peu d'être avec vous pour dénoncer cela. Mais Blaise dit, pose la question de savoir quelles sont vos revendications à toi. Bien. Je dois vous dire ici que je suis dans l'obligation d'observer le principe de retenue qui nous avait été obligé par la médiation, où nous ne devons pas parler, parce que vous savez, les Qataris, la manière dont ils conduisent leur médiation, et ils ont une grande expérience dans la médiation. Ils ont été dans la médiation entre les Américains et les talibans en Afghanistan. Ils ont été également dans la médiation dans les Darfour, je crois, ainsi que dans d'autres pays. Ils ont une grande expérience. Et la confidentialité est une règle d'or pour les Qataris pour réussir leur médiation. Alors, je suis désolé de ne pas répondre clairement à cette question-là, mais au moins vous savez pourquoi nous nous battons. Nous y sommes revenus plusieurs fois ici. Et ce que nous comptons discuter, et je ne dis pas pour ne pas violer la règle d'or, je ne dis pas c'est ce que nous discutons sur la table de négociation, mais nous, dans notre approche, dans notre vision, nous voulons discuter des causes profondes des conflits. Et je dois vous dire que nous ne revendiquons pas les solutions au gouvernement de Kinshasa. Nous avons quitté l'étape de la revendication, des mouvements de revendication. Nous sommes actuellement dans un mouvement de libération. C'est ça la logique actuelle. Ça signifie que nous n'avons pas un cahier de revendication à présenter à Kinshasa, mais nous avons des problèmes qui sont là et que nous devons résoudre avec Kinshasa ou sans Kinshasa. Je crois que j'y étais revenu à l'époque, quand j'étais encore à Bunagana, où j'ai demandé à ce que
Kinshasa écoute la voix de la raison, et si cela n'était pas suivi, que nous allions nous-mêmes prendre en charge nos problèmes. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Donc, à Doha, certainement, nous allons poser le principe de pouvoir résoudre par nous tous, si Kinshasa le veut, de tous ces problèmes-là qui ont constitué les causes profondes des conflits. Et si Kinshasa n'en veut pas, on ne va pas nous contraindre. Nous allons résoudre nous-mêmes le problème. Parce que nous en avons la capacité, nous en avons les moyens, et nous en avons surtout la volonté. Donc, en résumé, voilà ce que nous pensons discuter à Doha. Et je ne peux pas vous dire s'il y a blocage ou pas. Parce que le principe de la règle d'or m'interdit d'en parler, mais c'est ce qui devrait normalement faire l'objet des négociations de Doha. Alors, je crois que j'ai englobé des réponses à toutes vos questions et je m'en excuse, Blaise. Alors, pour nos amis de revue, notre ami de revue, je crois cet espace qui est aux dimensions de la Belgique, vous l'avez dit, et quelles sont nos priorités? Je crois que c'était ça. Oui, voilà. Pardon? En termes d'approche, merci beaucoup. D'abord, je dois vous dire que nos priorités, d'abord, elles sont d'ordre de sécurité. Et nous comptons gérer ce pays, cet espace, aux dimensions d'un pays, vous l'avez dit. Oui, c'est vrai, c'est peut-être plus que la Belgique aujourd'hui. Et nous comptons instaurer ici une gouvernance fondée sur la sécurité pour tous, sur le vivre ensemble, sur le développement pour tous, l'éducation pour tous, parce que nous pensons que ces questions-là sont fondamentales pour garantir l'avenir de notre population. Notre vision dans cet espace et dans l'espace à venir demain ou après-demain, ce qui nous a continué à intéresser nous, ça serait d'aller dévaloriser, si je peux m'emprunter le mot, même si ce n'est pas celui-là, dévaloriser cette classe politique, dévaloriser la politique congolaise faite à la manière congolaise. Je précise, je ne dis pas dévaloriser la politique en général, mais je dis dévaloriser la politique faite à la manière congolaise, qui a fait du secteur politique le seul secteur qui paye mieux dans un pays. Et de ce fait, cette politique-là a tué tous les autres secteurs. Et c'est ainsi que tout le monde fait une ruée vers la politique. Personne ne veut plus devenir entrepreneur dans ce pays. Personne ne veut plus devenir enseignant dans ce pays. Personne ne veut plus devenir cultivateur dans ce pays. Nous disons que nous allons faire en sorte que la politique faite à la manière congolaise soit dévalorisée. C'est-à-dire que le politicien congolais doit être le plus mal payé de cette pays. Les secteurs qu'on doit encourager dans ce pays, dans notre gouvernance, c'est le secteur privé. En amenant notre jeunesse vers l'entrepreneuriat. Et de ce fait, nous devons investir beaucoup plus dans le secteur agro-pastoral. Parce que nous pensons que c'est le secteur qui peut permettre à ce pays de construire une économie capable de répondre aux besoins de notre population. Le secteur minier a complètement avili notre jeunesse. Tout le monde va vers les minéraux, tout le monde va vers les minéraux, et les minéraux sont devenus une source de conflit. Des gens s'entretuent dans les mines, les groupes armés se constituent autour des mines,
Et finalement, même l'argent des minéraux ne profite plus aux provinces qui sont détenteurs de ces mines. Et vous avez appris, avant que nous ne prenions la ville de Cameroun, le gouverneur qui était là, M. Poussi, était en procès avec la famille Tshisekedi. Pourquoi? Parce que tout simplement, d'après la loi minière, l'entreprise qui exploite les minéraux dans le pays doit à la province 10% de sa production et 3% à la communauté locale autour des minéraux pour les développement. Que ce soit les 10%, que ce soit les 3%, tout c'était bouffé à Kinshasa par la famille présidentielle. Ce n'est pas moi qui les dénonce, c'est le gouverneur du Sud, l'ancien gouverneur du Sud qui vous met sur Poussi. Je vois que tout le monde l'avait suivi. Alors, vu sous cet angle-là, qui pille le minerai du Congo? Qui affame la population congolaise? Si ce n'est pas le même régime qui est à Kinshasa, qui refuse que les provinces puissent bénéficier de leurs droits sur leurs propres minerais et les font bénéficier à une seule famille, à 2 ou 3 individus, au détriment de tout le monde, au détriment des millions de populations, parce qu'aujourd'hui, le Sud Kivu est habité par plus de 6 millions d'habitants. Et ce n'est pas au Sud Kivu, c'est au Sud. Et quand on lui prend les entités et qu'il n'a plus moyen de contrôler ces espaces-là, il crie au pillage. Pillage des minéraux. Il réduit notre lutte au pillage des minéraux. Alors, qui pille les minéraux congolais? Nous disons, dans notre gouvernance, que les minéraux doivent être exportés, doivent être exploités par des industries. Il faut industrialiser l'exploitation minière dans le Congo et mettre fin à cette exploitation artisanale. Entre-temps, notre jeunesse, on l'engage dans l'entrepreneuriat, dans le secteur des services par exemple, ou dans l'agro-pastoral, et pour l'encourager plus, nous disons que nous devons mettre en place des banques qui soient en mesure de donner des crédits agro-pastoraux à des citoyens. Et cela va faire en sorte que les milieux ruraux, ainsi sécurisés, pourraient recueillir les troncs pleins de vie. Parce que lorsque vous regardez une ville comme Bukavu aujourd'hui, elle est envahie par la population qui vient du village à cause de l'insécurité qu'il y a dans les villages. Et maintenant, nous disons, il faut qu'on arrive à enlever les trop-pleins, à encourager les gens à enlever les milieux. Et pour y arriver, il y a 2 solutions. Donc la première, je l'ai dit, c'est des banques de crédit agricole, il faut relancer le secteur agro-pastoral. Deuxième chose, il faut construire des routes et des ponts. Parce qu'il y a des entités où nous avons des productions, mais qui pourrissent dans les champs. Aujourd'hui, dans un territoire comme Chamon, il y a le riz qui pourrit dans le champ parce que tout simplement, il n'y a pas de route. Et c'est dramatique parce que à chaque fois qu'il y a des matières premières, à moins qu'il y ait des matières premières, mais toutes ces entreprises n'ont même pas construit des routes pour aller prendre leurs matières. Ils préfèrent utiliser des avions. Ils viennent, ils prennent les matières premières, ils s'en vont. Et la population qui est là est coincée là-bas, elle ne sait même pas comment quitter. Entre-temps, quand les groupes armés se constituent dans ces entités-là, en fait, ils tuent la population dans une sorte de vase clos où personne ne peut arriver là-bas pour les aider. Ils tuent, ils font la loi là-bas, ils ont des deals avec les entreprises qui exploitent là-bas, et ces entreprises exploitent, ils prennent l'or, ils s'en vont, ils laissent la population seule avec des groupes armés plus en otage. Alors nous disons non, il faut qu'on sécurise ces milieux-là
et qu'on dégage des routes, il faut les construire. S'il y a une entreprise, et nous l'exigeons, s'il y a une entreprise qui veut exploiter le minerai aujourd'hui, doit être en mesure de construire la route qui part du centre-ville vers les lieux où il veut exploiter. Comme ça, notre population va non seulement bénéficier de cette route-là pour être en mouvement, pour être en contact avec les centres-villes, mais aussi il va bénéficier du fruit de ces minéraux qui sont produits, parce que ce sont ces minéraux. Et moi j'ai toujours, j'ai toujours dit que je n'ai jamais compris pourquoi les Occidentaux, quand ils parlent de la crise en RDC, ils voient que les minéraux vont arriver. Et quand ils condamnent, ils disent non, ils ont pris les minéraux. Et même vos médias, lorsque nous avons pris les alentours de Roubaïa, tous les médias nous parlaient que de Roubaïa. Il y a un gisement comme si la crise ne se résumait qu'à une guerre de minéraux. Parce que nous, on a commencé dans des espaces où il n'y a pas de minéraux. Et nous avons survécu là-bas pendant autant d'années. Ce n'est pas l'accident de l'histoire qui nous sommes retrouvés là où nous sommes. Nous avons toujours dit que nous ne sommes pas pour la prise d'identité. Ce n'est pas ça notre objectif. Donc voilà un peu notre gouvernance. En fait, c'est de pouvoir instaurer la sécurité pour le peuple, de pouvoir instaurer une gouvernance qui donne, qui donne à la population des services publics de qualité qu'il faut, mais également instaurer une économie fondée sur l'agro-pastoral, fondée sur les services, fondée sur l'entrepreneuriat, parce que nous pensons que c'est le secteur privé qui développe un pays. Pour les minéraux, nous disons, eh bien, il faut une exploitation industrielle, pas une exploitation artisanale. Et nous voulons, en définitive, une forme de l'État qui facilite cela. Ça signifie le fédéralisme. Voilà ce que nous prêchons et ce que nous comptons instaurer comme système de gouvernance nationale. Ça définit pour aujourd'hui. Rendez-vous la semaine prochaine. La place, la date et le lieu vous serez communiqués dans les 72 heures. Merci beaucoup. Merci pour votre participation. À la prochaine. Merci.